Je vous propose de quitter le monde des moustiques pour rejoindre celui de la ciguatera et de nous intéresser aux effets du pH et de la disponibilité en azote sur la croissance et la toxicité de l'agent causal de la ciguatera, à savoir la microalgue Gambiardiscus, avec un focus particulier sur l'espèce Gambiardiscus polynesiensis. Ce travail a été réalisé à l'Institut Louis Mallardet, au sein du laboratoire de recherche sur les biotoxines marines, et a été cofinancé par l'université et la délégation à la recherche de Polynésie française. Qu'est-ce que la ciguatera? C'est l'intoxication alimentaire liée à la consommation de produits marins la plus répandue dans le monde. Elle résulte de la contamination de poissons ou d'invertébrés marins par ce que l'on appelle les ciguatoxines, qui sont des toxines produites par la microalgue Gambiardiscus. Sous l'action d'agressions qui peuvent être naturelles ou d'origine humaine, Gambiardiscus est capable de proliférer dans les écosystèmes coralliens. Et ensuite, les ciguatoxines entrent dans le réseau trophique par l'intermédiaire des organismes herbivores. Elles passent ensuite dans les organismes carnivores jusqu'à atteindre l'homme au sommet de cette pyramide alimentaire. Lors de cette bioamplification, on a également une biotransformation des ciguatoxines, c'est-à-dire que les ciguatoxines algales sont généralement moins toxiques que celles que l'on retrouve chez le poisson. Et enfin, chez l'homme, après ingestion d'un repas toxique, les symptômes apparaissent généralement dans les premières heures qui suivent l'ingestion de ce repas. La ciguatera présente d'importantes conséquences, tout d'abord des répercussions sanitaires, comme c'est par exemple le cas sur l'île de Rapa en 2009, où le taux d'incidence de la ciguatera a atteint des niveaux records, atteignant plus de 1800 cas pour 10 000 habitants, ce qui est 18 fois le seuil considéré comme préoccupant par l'OMS. Elle a aussi des conséquences économiques, comme par exemple l'étude qui a été réalisée sur l'île de Rarotonga, qui a montré que la ciguatera pouvait entraîner des pertes économiques de plus d'une centaine de millions de francs pacifiques. Il y a également des conséquences sociologiques avec une transition alimentaire de la population de Rarotonga, qui a préféré se tourner vers la consommation de viande animale plutôt que de consommer du poisson. Et enfin, il y a aussi des conséquences ethnologique avec l'apparition d'une génération ciguatera, c'est-à-dire une génération qui délaisse la pêche de subsistance parce qu'il y a eu une interruption dans le transfert des savoirs traditionnels. La ciguatera est également un phénomène en expansion dans le monde, notamment depuis les années 2000, où on observe une augmentation du nombre de pays qui déclarent des cas autochtones de ciguatera, comme c'est par exemple le cas à Rapa, aux îles Canaries ou bien en Nouvelle-Galles du Sud en Australie. On observe également une augmentation du nombre de cas importés de ciguatera, comme par exemple en Amérique du Nord et en Europe, qui sont liés à l'augmentation de la consommation de poissons exotiques et à l'augmentation du tourisme vers les régions tropicales. Concernant l'agent causal de la ciguatera, Gambiardiscus, il faut savoir que c'est une microalgue unicellulaire qui est capable de produire plusieurs familles toxiniques, que vous avez en bas à gauche, dont les ciguatoxines qui nous intéressent dans cette thèse. Sur les 18 espèces connues à ce jour de Gambiardiscus, seules 2 représentent un risque majeur d'intoxication. Gambiardiscus excentricus en marron que l'on retrouve essentiellement dans l'océan Atlantique et Gambiardiscus polynesiensis qui est endémique de la région du Pacifique. Donc dans un contexte de changement global, on peut se poser la question si un réchauffement des océans, une acidification ou une eutrophisation des milieux lagonaires pourrait conduire ou non en Polynésie française à un risque accru de ciguatera. Pour répondre à cette question, il est essentiel de prendre en compte les différents facteurs qui peuvent influer sur la croissance ou la toxicité de Gambiardiscus polynesiensis. Et pour cela, je vous renvoie à 2 revues qui ont été réalisées en 2012 et en 2020, qui différencient d'une part les facteurs biotiques, pour lesquels pour l'instant les connaissances sont encore très parcellaires, mais parmi lesquels on peut citer la pression de broutage exercée par les organismes herbivores, la pression de compétition exercée par les autres micro-organismes et la présence ou l'absence de bactéries. Il existe également les facteurs abiotiques pour lesquels les réponses sont très variables en fonction des espèces de Gambiardiscus étudiées et pour lesquels il y a un besoin de réactualiser les données car souvent les études datent d'avant les années 2000. Parmi ces facteurs, les nutriments et le pH nous intéressent dans cette thèse, mais on retrouve également la salinité, l'éclairement, l'effet de l'hydrodynamisme ou bien l'effet de la température. En ce qui concerne l'effet des nutriments, il faut savoir que les eaux de Polynésie sont naturellement très limitées en nutriments.
l'azote est l'élément limitant des eaux polynésiennes, sauf que le développement urbain et l'activité aquacole entraînent une augmentation des rejets sous forme azotée dans les eaux polynésiennes, et notamment sous forme d'urée. Or, dans la littérature, une étude dans les Caraïbes a montré qu'il pouvait y avoir une corrélation positive entre l'abondance de Gambierdiscus et l'accroissement de la concentration en nutriments dans les eaux. En ce qui concerne la toxicité, 2 études ont montré qu'il n'y avait pas d'effet significatif sur la toxicité de Gambierdiscus toxicus ou de Gambierdiscus caribeus, mais il n'y a pas de données en ce qui concerne Gambierdiscus polynesiensis, ce qui nous a motivés à conserver ce paramètre pour cette thèse. Donc cette thèse poursuivait un double objectif. Tout d'abord, un aspect purement fondamental qui visait à donner pour la première fois des informations sur la réponse de Gambierdiscus polynesiensis de sa réponse par rapport à l'effet du pH et de l'apport en nutriments, et un effet qui est un peu plus appliqué, où là on voulait voir s'il était possible de moduler à façon la production toxinique de Gambierdiscus vers des molécules, vers des ciguatoxines d'intérêt, afin de produire des standards qui sont un matériel à haute valeur ajoutée. Ce travail a fait l'objet d'une publication dans la revue internationale Toxins. Donc pour répondre à cette question, 4 clones de Gambierdiscus polynesiensis ont été sélectionnés à partir de 4 archipels qui présentaient un taux d'incidence contrasté sur la période 2007-2017. En pratique, les 4 clones retenus sont NHA4 provenant des Marquises, RG92 originaire des Tuamotu et isolé à partir d'une mission réalisée en 1992, RIC7 originaire des Gambiers et REI1 des Australes. Une fois les 4 clones sélectionnés, ils ont été cultivés dans différentes combinaisons de paramètres, à savoir 2 sources d'azote, nitrate ou urée, et 2 ratios azote-phosphore, qu'on appelle le ratio NP, avec un doublement de ce ratio pour mimer une eutrophisation des lagons. 3 valeurs de pH ont été retenues, 8,4, 8,2 et 7,9, pour mimer une acidification, et 3 temps de culture ont été retenus pour répondre au volet appliqué, à savoir 10 jours, 21 jours et 30 jours. Une fois les cellules récoltées, on procède à une extraction chimique des échantillons afin de séparer les ciguatoxines des autres composés qui pourraient perturber les analyses. Et les analyses en question ont été réalisées par LCMSMS, que je vais vous présenter dans la diapositive suivante, qui permet d'identifier les différentes ciguatoxines que l'on peut retrouver dans l'échantillon, parce qu'il faut savoir qu'il en existe une quarantaine à l'heure actuelle dans le monde. Et une fois les profils toxiniques obtenus, on peut réaliser des comparaisons statistiques. La LCMSMS, ou la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem, repose sur la méthodologie suivante. La première étape consiste à ioniser toutes les molécules de l'échantillon à analyser, afin de sélectionner un ion qu'on appelle l'ion parent, qui va être spécifique de chaque ciguatoxine que l'on souhaite chercher dans l'échantillon. Cet ion parent est ensuite fragmenté en plusieurs ions fils, où là aussi la sélection est spécifique à chaque ciguatoxine que l'on recherche, et ensuite on peut procéder à des quantifications qui sont représentées ici sous la forme du chromatogramme obtenu, où chaque pic représente une ciguatoxine différente présente dans l'échantillon et dont l'intensité du pic illustre l'abondance de cette ciguatoxine dans l'échantillon. Et lorsque l'on veut évaluer la toxicité globale de notre échantillon, il suffit de faire la somme de chacune des abondances calculées. Donc voici les résultats obtenus tout d'abord en ce qui concerne les effets sur la croissance de Gambierdiscus polynesiensis. Le fait d'avoir appliqué une source d'azote qui était notre source d'azote de référence, les nitrates, nous a permis d'obtenir une courbe typique de croissance, avec tout d'abord une phase exponentielle et une phase linéaire de croissance dans les 10 premiers jours, suivie ensuite d'une phase stationnaire entre 10 jours et 21 jours, puis une phase de sénescence où les cellules commencent à péricliter une fois les 21 jours atteints. Lorsque l'on a utilisé une source d'urée, donc c'est les histogrammes que vous voyez en jaune, cette fois-ci on a observé une phase de latence de 10 jours avant le début de la phase exponentielle de croissance, et on a également obtenu des biomasses finales qui étaient diminuées d'un facteur 2 ou 3. Lorsque l'on a doublé le ratio d'azote par rapport à notre ratio de référence, là on a obtenu une multiplication par 2 des biomasses finales, mais seulement dans la condition urée. Et enfin, lorsque l'on a procédé à une acidification du milieu, là on a obtenu des biomasses qui étaient divisées par 2, quels que soient les échantillons analysés.
En ce qui concerne donc les études du profil toxinique, grâce aux analyses LCM-SMS, on remarque tout d'abord sur la première ligne du tableau que quel que soit le paramètre étudié, il n'y avait pas d'effet significatif sur la concentration totale en ciguatoxine dans nos échantillons. On remarque, par contre, lorsque l'on s'intéresse aux différentes ciguatoxines présentes dans nos échantillons, c'est la liste que vous avez de suite en dessous, on remarque que certains paramètres ont pu agir à la fois favorablement ou défavorablement sur l'abondance de ces composés. Par exemple, le fait d'être passé d'une source d'azote nitrate vers une source d'azote diurée, on remarque que 6 analogues sur les 8 présents ont été augmentés de manière significative, alors que le fait d'avoir appliqué un ratio azote-phosphore 2 fois plus important n'a permis de jouer que sur 3 congénères de ciguatoxine. Donc, compte tenu de tous ces résultats, que doit-on en retenir? Est-ce que l'on doit s'attendre à un risque accru de ciguatera en Polynésie française dans les prochaines années? Bien, sur la base de la réponse observée chez Gambiardiscus polynesiensis, on a pu voir que dans un cas d'eutrophisation ou d'acidification du milieu, on avait effectivement une production des analogues de ciguatoxine qui pouvaient être stimulés, et qu'en dépit de biomasse qui était potentiellement plus faible, notamment lorsqu'on acidifiait le milieu, on avait quand même Gambiardiscus polynesiensis qui présentait des taux exceptionnellement élevés de ciguatoxine, à savoir des taux de l'ordre de plusieurs picogrammes par cellule. Donc sur la base de ces résultats, le risque ciguatérique accru en Polynésie française constitue un scénario tout à fait possible. En revanche, si on veut être plus fiable quant à cette réponse, il est indispensable de prendre en compte la réponse des 6 autres espèces de Gambiardiscus que l'on retrouve en Polynésie française et pour lesquelles les travaux n'ont pas encore été réalisés. Et donc pour cela, seule l'amélioration des connaissances sur la dynamique des flux de toxines dans les réseaux trophiques nous permettront de répondre à cette question. Néanmoins, ces résultats ont également permis de soulever quelques perspectives intéressantes. Je vous ai remis ici la liste de tous les congénères de ciguatoxine que l'on avait retrouvés dans le profil toxinique de Gambiardiscus polynesiensis. Et vous pouvez voir que lorsque l'on choisit un clone adapté et des conditions de culture particulières, on pouvait arriver à multiplier entre 3 et 43 la production de ces congénères de ciguatoxine. Donc ces travaux sont très intéressants dans le but d'augmenter le nombre de standards disponibles commercialement, car il faut savoir que pour l'instant, sur les 46 ciguatoxines détectées dans le monde, il n'y a que 2 standards qui sont actuellement disponibles. Et donc ça, c'est l'objectif du programme SiguaProd sur le site de PAEA, qui va viser à utiliser mes travaux pour voir s'il est possible de modifier, de booster la production toxinique des cultures de masse de Gambiardiscus polynesiensis pour ensuite faciliter la disponibilité de ces standards. Et une fois que l'on aura augmenté ce nombre de standards disponibles, on pourra accélérer la mise en place de programmes de surveillance à l'échelle du globe. On pourra également accélérer les efforts visant à l'optimisation et la standardisation des méthodes analytiques, car pour l'instant, chaque laboratoire a un peu un protocole maison, donc c'est très difficile de comparer les résultats entre laboratoires ou entre pays. Et enfin, cela permettra de définir à terme une méthode de référence pour mettre en place une réglementation officielle. Enfin, il ne faut pas oublier que la ciguatera reste une problématique humaine avant tout. Et donc, il est essentiel de continuer le développement des outils de diagnostic, car pour l'instant, il n'y a aucun outil diagnostique pour la ciguatera. Et donc là, il serait intéressant de poursuivre les études afin de pouvoir détecter les ciguatoxines dans le sang de patient, dans l'urine ou dans les fesses. Il est également essentiel d'approfondir les recherches sur un traitement spécifique et si possible naturel, car quelques études en début des années 2010 ont montré qu'il était possible que l'acide rosmarinique ait un effet bénéfique contre la ciguatera, mais depuis, aucune poursuite d'études n'a été réalisée. Et enfin, il est également essentiel de renforcer les campagnes de sensibilisation pour continuer d'éduquer et d'informer les communautés de pêcheurs et les populations locales. Voilà, vous retrouverez ici les références utilisées dans cette présentation et je vous remercie pour votre attention. Merci Sébastien pour cette présentation très claire. Est-ce que vous avez des questions parmi les membres du jury? Oui. Alain.
Bonjour Sébastien. Donc j'ai compris que finalement le travail en phytotechnie, c'était pour essayer de voir donc là où on pouvait avoir une augmentation de rendement pour le centre que vous avez à Paer, quoi. Hein? Mais tu disais que dans les eaux eutrophisées, par exemple, il y avait donc une augmentation, donc une baisse du pH, donc c'était plus acide, c'est ça? Et donc une augmentation des ciguatoxines. Tu l'as fait in vitro, en fait, enfin en salle de culture, quoi, d'algues. Mais Ouais. est-ce que vous avez cherché à valider ça sur le terrain? J'ai préparé une diapo où je montre un peu toutes les limites de cette étude parce que c'est effectivement le principal point, c'est qu'on essaie de transposer au milieu naturel des données que l'on a obtenues en laboratoire. Et donc là, vous avez toute la liste de toutes les limites de cette étude. On a utilisé qu'il manque des réplicas. L'acidification, j'ai utilisé de l'acide chlorhydrique alors qu'un bullage CO2 serait plus pertinent. Et en fait, c'est là où on se dit que pour la suite de ces travaux, c'est vrai que le travail sur ce qu'on appelle des sites pilotes pourrait permettre d'apporter cet élément de réponse. Là, on a intégré que quelques variables, dans mon cas le pH et les nutriments. Mais si on travaillait sur un site pilote, on aurait à la fois l'effet des nutriments, du pH, de la température, on aurait aussi des infos sur la compétition, hein, comme je l'ai présenté avec les micro-organismes, les effets du broutage des herbivores. Donc c'est des travaux qui sont difficiles et compliqués à mettre en œuvre, mais qui permettraient d'apporter beaucoup plus de réponses. J'ai bien compris que c'était pas vraiment terrain, je veux dire, Ouais. appliqué terrain, c'était plus appliqué production, quoi. Oui, voilà. Ok, donc ce sera dans un second temps. Oui. Est-ce qu'il y a une deuxième question parmi les membres du jury? Oui, déjà du public, si jamais. J'ai une petite question. J'ai vu que tu quantifiais en fait tes molécules par chromatographie liquide couplée à un triple quad. Oui. Je voulais savoir si tu pouvais pas le faire tout simplement par DAD UV. UV? Oui. Non, c'est pas possible parce que les ciguatoxines réagissent très peu en UV. Donc ça a été fait au début, quand la spectrométrie de masse en tandem n'était pas encore bien développée, mais ça a été vite abandonné parce qu'il n'y avait pas les données n'étaient pas concluantes. C'était pas possible. Et je voulais savoir si tu avais une idée du coût des standards que tu es en train d'essayer de. Oui. Ah oui, il faut savoir que 1 microgramme de toxine, je vais prendre celle qui est disponible actuellement, la CTX3C. 1 microgramme de toxine, c'est 5 000 €. Donc, si 1 gramme, 5 millions d'euros. C'est pour ça qu'on dit que c'est des produits qui sont à forte valeur ajoutée, parce que ça coûte très cher, et ils sont indispensables pour la mise au point de techniques de détection, pour la validation de méthodes, pour les témoins dans vos analyses biologiques ou pour la LC-MS-MS. Quand on fait des analyses LC-MS-MS, en plus des échantillons, il faut toujours passer au moins 2 ou 3 gammes d'un standard avant pour pouvoir faire les quantifications. Donc c'est des composés qui sont indispensables et c'est un peu le nerf de la guerre dans cette recherche sur la ciguatera, c'est qu'il nous manque des standards pour progresser. Est-ce qu'il y a une question parmi le public? Question sur, en fait, quand je vois ta diapo là, il y a autres paramètres non testés. Je ne connais pas très bien la biblio sur la ciguatera, mais il y en a un qui m'étonne qu'il n'y ait pas, même dans les exemples que tu prends, salinité clairement, c'est la température. Changement climatique, on pense à ça en premier. Ouais. Voilà. Il faut savoir que c'est le facteur qui a été le plus étudié actuellement en laboratoire. Il y a beaucoup d'équipes qui ont étudié des variations qui vont de 20 jusqu'à 40 degrés pour voir un peu l'évolution de croissance et de toxicité de certaines espèces. Mais en fait, on a réalisé des études préliminaires ici au laboratoire et on a vu que concernant Gambierdiscus polynesiensis, l'effet de la température n'avait pas vraiment d'effet significatif, que ce soit sur sa croissance ou sa toxicité. Donc on a décidé de l'écarter tout simplement, de ne pas l'étudier. Mais il faut savoir que
Là, c'est toujours pareil, le problème entre études en laboratoire et en milieu naturel, c'est que est-ce qu'étudier une température de 40 degrés, c'est vraiment réaliste dans un contexte de réchauffement océanique où le réchauffement est plus de l'ordre de 1 degré tous les 100 ans. Donc, si vous étudiez 40 degrés, ça veut dire que vous voulez voir ce qu'il se passe dans ce qui se passe, on va dire, dans 400, 500 ans. Et d'ici là, les organismes qui sont présents dans les lagons auront eu le temps de s'adapter à ce pas très lent d'évolution de température. Et l'autre question, c'est donc là, en fait, c'est un petit peu une recherche des effets directs d'un paramètre donné, donc le pH et donc la disponibilité en azote sur la croissance de ces micro-organismes. Et donc, est-ce que ça, ça a beaucoup de poids, par exemple, par rapport au changement d'habitat, donc c'est-à-dire, et je pense surtout au substrat, et où là, la température, par exemple, mais c'est un exemple important, a un effet prépondérant, et donc je pense au blanchissement corallien et à la transformation des substrats disponibles pour l'organisme et son développement. Oui, tout à fait d'accord, parce que je ne l'ai pas présenté aussi, mais il y a aussi un autre facteur qu'on sait qui peut avoir une influence, c'est l'hôte macroalgal sur lequel va se fixer cette microalgue. Parce qu'il faut savoir que Gambiardiscus, elle a besoin d'un support pour se développer, c'est une espèce benthique, donc qui se développe sur le fond. Et on sait qu'il y a quelques espèces de macroalgues qu'elle préfère, en fait, où elle va s'installer préférentiellement. On ne sait pas si c'est parce que cette macroalgue produit des molécules qui vont l'aider à sa croissance, ou c'est juste parce qu'elle va la protéger de l'hydrodynamisme, parce que c'est une espèce qui n'aime pas trop les courants, ou qui va la protéger de la lumière, on ne sait pas. Et donc on sait qu'il peut y avoir un rôle de l'habitat. Surtout quand on voit les intoxications, où des fois les poissons pêchés dans un site donné vont être toxiques, mais ceux pêchés 200 kilomètres plus loin vont être tout à fait consommables. Donc on sait qu'il y a un rôle de l'habitat, et c'est pour ça que les sites pilotes pourraient aussi répondre à cette problématique, parce qu'on pourrait choisir des sites qui sont très différents au niveau des habitats, et on aurait cette réponse-là. Merci beaucoup, Sébastien. Merci.